Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Meuf, maintenant ça y est, moi aussi je suis stressée. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Marina Lemaire, l'entrepreneuse qui a fondé Archi, le vinaigre de cidre promu pour ses bienfaits qui a convaincu tout le monde, jusqu'à être plébiscité par des grands chefs comme Anne-Sophie Pic par exemple, ou encore, tenez-vous bien, le chef de l'Élysée. Une success story en seulement quelques années qui s'est soldée par un départ inattendu de ta part. Pour la petite histoire, je déjeunais avec mon amie Eugénie des studios de méditation Bloom, elle aussi entrepreneuse ultra douée, quand elle m'a raconté ton histoire, ta décision courageuse de partir de l'entreprise que tu avais créée de toutes pièces, et on va y revenir parce que la vérité se situe un peu ailleurs, c'est Exactement. ça. Et le rebond digne d'une série Netflix que tu as fait juste après, et on va même parler de drogue. Ouais, Maman, reste quand même. Comment tu vas ? Écoute, ça va bien, ça va mieux. Même si je ne savais pas que j'allais mal. Ouais. Et en fait, avec tout ce qui s'est passé, là, je peux le dire, je crois que ça va. Ok. Ouais. Yes, ça fait du bien quand t'arrives déjà à ce premier palier où tu te dis « Ah ok, donc je peux voir la lumière au bout du tunnel en fait. » Ouais, et surtout que pendant que je traversais le tunnel, je me rendais pas compte à quel point c'était sombre, et c'est juste là, en sortant, en me disant « Ah putain, ah ouais, c'était quelque chose. » T'en as chié des bulles. J'en ai chié des bulles. Et je pense que je suis vraiment profondément contente de toutes les décisions que j'ai prises, parce que ça m'a permis de naviguer là-dedans en gardant un optimisme, en continuant à poster sur les réseaux sociaux, en essayant de faire du bien aux gens, sans feindre le fait que voilà, moi je vais bien, parce que j'allais profondément. C'était chaud. Putain, c'est dingue. En fait, tu te disais, faut que je fonce, faut que je continue. Ouais. J'ai un poids sur les épaules, donc je peux pas me permettre de craquer. Ouais. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que, alors, on va rembobiner, c'est vraiment une expression, je me rends compte que j'utilise à chaque épisode. Faut que je change de la génération des gens qui rembobinaient. N'ayons pas honte. Oui, t'as raison, putain. La nouvelle génération est là, mais rembobiner quoi? Ça veut dire quoi? Et nous, on est là avec notre crayon dans la cassette audio. Oh mon Dieu. Ah putain, ça y est. Relançons la cassette. Je suis une boomeuse et toi aussi. T'es contente d'être venue, non? Ouais. Mais j'ai peur, hein, c'est ce que je te disais. C'est la première fois que j'ai un peu d'appréhension à parler pour la première fois en toute transparence, de l'après, du pendant, du pourquoi je suis partie. Tu veux qu'on commence cette histoire où qu'est-ce qui fait sens comme début? Est-ce que tu veux parler des débuts d'Archi? Je pense que on peut en parler assez rapidement parce que c'est important, parce que c'était vraiment une boîte que j'avais dans les tripes. C'était lié à mon histoire. Je vais pas revenir dessus. Il y a énormément de podcasts où je parle du pourquoi j'avais fondé Archi. Mais c'était mon ADN pour plein de raisons. Pour ma Normandie, mes producteurs, le produit qui avait changé ma vie littéralement, et puis mes valeurs. Et voilà, c'était une histoire absolument merveilleuse, ma première fois en tant qu'entrepreneur. Et parce que toi, avant, tu étais directrice d'un EHPAD, c'est ça? Ouais, d'une maison de retraite. D'une maison de retraite, même si tu es protégée peut-être par des investisseurs, etc., mais t'as quand même une vision de chef d'entreprise. Oui, de directeur d'institution, je veux dire, c'est quand même assez cadré, tu vois. C'était pas vraiment de l'entrepreneuriat, loin de là. T'avais quand même un cadre. Tu gérais un budget bien défini. Enfin, je sais pas. Pour moi, je vois pas grand-chose de lien avec l'entrepreneur. Non, c'était assez cadré. Et c'est la raison aussi pour laquelle je me suis pas sentie à ma place. Moi, j'ai besoin d'espace et de liberté, tu vois, ce que m'offrait l'entrepreneuriat. Enfin, moi, c'est ce que je pensais. Et donc, tu commences cette aventure, tu travailles en soum-soum à voir avec quel producteur tu pourrais t'associer, etc. Ouais. Et là, rentre dans l'entreprise une deuxième personne. Ouais, c'est ça. J'ai travaillé un an seul. En sous-marin, à me faire incuber, à parler de mon projet avec mon vinaigre. Je voulais lancer des boissons au vinaigre de cidre à la base. Et puis, je me suis dit, attends, tu vas lancer des boissons, ça va te coûter une thune monstrueuse et t'as une seule possibilité de faire une bonne impression la première fois. Ouais. Donc, c'est très risqué. Vois déjà
comment ça prend autour du vinaigre de cidre, essaye d'éduquer un petit peu les gens autour de ce qu'est le vinaigre de cidre, et puis voilà, si le vinaigre prend, et ben après on pourra décliner les autres projets. Mon objectif était d'en faire boire à tout le monde et déjà de faire comprendre aux gens que le vinaigre ça se buvait. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout le sujet, ça permet de réguler sa glycémie, de travailler sur son microbiote. Il y a plein de bienfaits. Exactement, en fait. C'est un trésor pour la santé. C'est extraordinaire quand il est bien produit. Voilà, tu le bois. Glucose Goddess, Jessie a fait énormément de bien aussi à la cause pour populariser l'usage du vinaigre de cidre pour la santé. Mais effectivement, pour le microbiote, même pour l'appliquer sur la peau, il y a des bénéfices extraordinaires. Pour l'acné, ma mère me disait ça, mais ça c'est une astuce de grand-mère, hein. Absolument. Qui revient. Et en fait, moi, il avait changé ma vie parce que j'avais des problèmes d'acné et c'était en in and out, tu vois. Le petit produit que tu mets absolument partout et qui est juste exceptionnel. Et en plus, tout à l'heure, je t'ai dit que t'avais une trop belle peau, donc c'est vraiment genre... J'en prends plus maintenant de vinaigre, je dois t'avouer. Oh ouais, tu dois t'écouter. On va passer à l'huile d'olive. Qui est exceptionnelle aussi, l'huile d'olive. Parlons de l'huile d'olive. Parlons de l'huile d'olive. Non, mais c'est vrai que j'ai un peu... j'en prends toujours chez mes parents, mais je veux dire, c'est plus un geste de ma santé perso au quotidien. Moi, je me suis affranchie aussi de mes problèmes et je ressens plus le besoin d'en prendre au quotidien. Mais ça fait énormément de bien. Et donc ça c'est cool pour le cadre de ton aventure, pour comprendre pourquoi tu avais besoin d'éduquer aussi, parce que c'était un produit, une manière de l'utiliser qui était plutôt nouvelle, ou en tout cas un renouveau. Ouais. Et donc au départ tu travailles tes réseaux sociaux, etc. Alors pas encore. Quand je dis sous-marin, c'est vraiment sous-marin. Ah ouais. Ouais, c'était plutôt trouver les bons producteurs, trouver des personnes qui étaient engagées dans l'écologie, mais pas par opportunisme marketing, avec des vraies valeurs qui venaient de ma Normandie, mais vraiment profondes. Tu vois, pas les gens qu'on voit et qui ont aussi des vergers qui sont ultra préservés. J'avais vraiment une démarche, mais vraiment, je l'avais là, tu vois. C'était, je voulais proposer le meilleur produit pour qu'il ait les meilleurs bénéfices pour faire un maximum de bien. Et pourquoi tu veux t'associer ? C'est quoi le but à la base ? Je me sens pas les épaules pour le porter seule. J'arrive pas à me lancer. J'ai tout, j'ai ma bouteille, j'ai les bouchons, j'ai l'étiquette, mais j'y arrive pas. Putain, c'est dingue parce que t'avais réussi déjà à négocier avec des producteurs, faut avoir des balls, hein. Mais je suis tombée amoureuse de mes producteurs, en fait, on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre et je suis partie avec un. Et oui, aujourd'hui, je me rends compte, quand ils m'ont vu débarquer aussi, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, blonde toute seule là, et ils étaient un peu surpris de la démarche, mais moi, j'étais tellement convaincue que c'était ça qu'il fallait faire, que je me suis jamais trop posé la question. Mais j'avais besoin, j'avais l'impression que j'y arriverais pas toute seule. Et j'ai failli m'associer. Ouais. Mais je pense que je suis une personne qui a besoin de toute façon aujourd'hui, ça peut être des advisors ou tu vois des personnes autour de moi, mais pas forcément des associés. Mais je suis pas un être solitaire du tout. J'ai besoin de ma team et j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à porter ou qui me porte aussi. Et j'ai failli m'associer avec une personne avec qui ça ne l'aurait pas fait. Et à ce moment-là, j'appelle mon pote en pleurs, en lui disant je vais jamais réussir à lancer, et il me dit écoute, je suis dispo, j'arrive si tu veux, et puis on monte le truc ensemble. Et je me dis waouh, la vie fait bien les choses, c'est trop cool, tu vois. Bien opportunité sûr. Dingue, et on lance officiellement. Donc j'avais fait les statuts en juin, lancé avec le nom de la boîte, machin truc, et je le rajoute en septembre parce qu'on se lance tous les deux. Et puis c'était parti comme ça. Et là on commence les réseaux, et là on change l'identité. C'est sa copine qui nous refait les étiquettes, etc. Qui est très douée d'ailleurs. Et puis on relance, on lance la machine, quoi. Comment ça se passe entre vous deux ? Est-ce que vous avez des postes bien précis chacun ? Ouais. Lui était très fort puis c'était ses études dans le développement commercial. Donc si tu veux, très grossièrement au départ, je faisais toute la partie avant-vente et lui s'occupait du développement. D'accord. Taper aux portes, il a fait en sorte que on soit proposé dans beaucoup d'endroits physiques. Moi, je m'occupais des réseaux, je m'occupais des clients, je m'occupais de monter la chaîne de production, de travailler avec les producteurs, tout ce qui était fournisseurs, etc. C'était moi. Donc c'était réparti comme ça, de façon assez grossière au début. Moi, tout ce qui est parti avant, lui après. Ouais, c'est pas déconnant. Ouais, c'est pas déconnant parce que c'est vraiment un métier, et puis c'est un tempérament aussi, et chacun a son espace.
Ouais, c'était assez bien réparti au départ. Et puis ça faisait sens, tu vois. Moi, j'étais beaucoup plus produit. Lui, il était beaucoup plus vente et marketing. Et il avait des réflexes que moi, je n'avais pas du tout. Donc ouais, c'était. Et toi, comment tu te sentais plus cette entreprise, elle a grossi, mais en très peu de temps, quoi. Ouais. C'est le Covid, hein, c'est ça à peu près. On s'est lancé pendant le Covid et effectivement, on était dans une période où les gens étaient sensibles au message. Ouais. On avait un produit qui était déjà connu. Le vinaigre de cidre, c'est pas quelque chose qui vient du bout du monde où tu dois tout apprendre, tu vois. Donc, je pense que c'était bon produit, bon moment. On peut se lancer des fleurs aussi. Le packaging était chouette. Et puis très liquoreux. Et puis j'avais vraiment besoin de casser complètement les codes. Je m'étais dit, ok, il y a jamais eu de bleu sur du vinaigre, je vais mettre du bleu. Il y a jamais eu de vinaigre de cidre dans des bouteilles de whisky. Je vais le faire comme ça parce que c'est un produit premium santé, tu vois. Et je suis allée à fond. Et voilà, et c'est pour ça, je pense que ça a été un parti pris assumé. Et puis assez rapidement de dire, on arrête de parler culinaire, on se focus santé. Et moi, je disais après aux équipes, on n'a qu'un message, le vinaigre, ça se boit, le vinaigre, ça se boit, le vinaigre, ça se boit. Et c'est après comme ça que j'ai développé mes réseaux aussi. Simplifier le message. Et puis après, Jessie est arrivée avec Glucose Révolution. Et ça a été le boom. Ça a propulsé. Et ça a propulsé. Ouais. Juste, petite pause sur le fait que, t'es très très smart dans ta manière de voir les choses et il y a un truc très visionnaire chez toi. Parce que t'arrives à... C'est la deuxième fois qu'on me le dit cette semaine, c'est drôle. Ah ouais, vraiment. Et tu peux être fière de toi là-dessus. Moi, je sais pas si t'arrives à avoir du recul là-dessus. Je me dis que c'était une chance et que c'était aussi un truc qui me semblait tellement évident parce que je l'avais dans le sang que je ne sais pas si je suis capable de le dupliquer. Alors, il y a certaines choses qui me montrent que, oui, effectivement, quand j'aide des entreprises à faire du marketing, il y a 2-3 réflexes qui sont plutôt smart, évidemment. Mais de là à dire que c'est quelque chose qui est vraiment, que je serais capable d'en refaire 10, je sais pas. Bah, déjà, je suis pas certaine que on ait besoin de le faire sur 10 déclinaisons possibles. En revanche, plutôt se focuser sur le fait que quand t'as quelque chose dans les tripes, ça développe chez toi une faculté à voir outre ce qui se fait déjà. Ouais. Et honnêtement, on n'est pas très bon quand on n'a pas le truc dans les tripes. Absolument. Tu vois. Donc, te dis pas, est-ce que je serais capable? C'est normal d'avoir cette peur-là, mais c'est un peu logique que ça le fasse pas. Demain, tu vas peut-être pas vendre des couches Téna, tu vois. Pourquoi je pense à ça? Même si j'ai vu l'intérêt des couches, hein, on n'est pas. Et voilà, tu vois, voilà, elle est visionnaire. mais c'est vrai que tu vois, et c'est aussi aujourd'hui ce qui me pousse à ne pas prendre le temps parce que j'ai besoin de ressentir de nouveau ce truc qui tient au tripes et qui te fait des plans. Voilà. Ouais. Et je me dis, ok, s'il n'arrive plus ce truc, comment je fais? Parce que je suis profondément entrepreneur maintenant, je vibrais comme ça. Et j'ai cette crainte en me disant, mais vas-y, mais j'ai besoin de le trouver, ce truc, j'ai besoin de repartir. Mais c'est tellement normal. C'est ton deuxième album, meuf. C'est mon deuxième album, mais il y en a combien de chanteuses des années 90 qui n'ont rien fait d'autre que... Ouais, mais Born to Be Alive. Mais c'est ma sœur qui m'a dit ça. En fait, la start-up, c'est comme des chanteurs des années 90. Ils font un tube et puis on n'en parle plus. Oh putain, c'est violent. It hurts. Ouais. Pardon pour la Rousseau que je suis encore d'ailleurs. Non mais t'as vu comme on est des putains de boomeuses depuis tout à l'heure. J'adore. Ouais. Donc tu commences, toi, t'imagines ton truc, tu commences à avoir une équipe aussi, tu en parles. Ça se passe comment? C'était la première personne qu'on a embauchée, c'était comme la famille, tu vois, genre c'était un truc waouh, tu te rends compte, on a notre premier salarié, puis après c'est allé assez rapidement avec la levée de fonds, on a recruté plusieurs personnes, l'équipe a grandi, et puis moi c'est vrai que mon rôle a aussi changé. Dès que l'équipe a grandi, ça voulait dire aussi qu'on avait beaucoup plus de volume. Moi, mes tâches, elles ont été aussi confiées à des personnes qui étaient une spécialiste logistique, par exemple. Heureusement que j'ai pas continué la logistique parce que c'est le truc qui me stressait le plus au monde. Et voilà, et que moi, donc en tant que fondatrice et dirigeante de l'entreprise, c'était moi d'incarner. Ça marchait plutôt bien quand je prenais la parole. J'étais à l'aise dans les médias. Et puis du coup, on s'est dit, en fait, moi, je vais faire toute la visibilité extérieure, faut qu'on nous voit partout. Et donc, j'ai passé beaucoup moins de temps avec les équipes, si tu veux. Ok. Et donc, voilà, j'ai pas franchement eu de grosses teams autour de moi, voilà. Et je pense que on m'attendait vraiment pas là-dessus non plus. Ouais, c'est vrai.
Est-ce que c'était difficile de lâcher prise sur les missions que tu avais au départ? Est-ce que tu te sentais pas dépossédée parfois un peu? Ouais, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'étais très contente pour ce qui concerne la logistique et ensuite je ne savais pas quel était vraiment mon rôle. Je me suis perdue parce que on me disait mais vas-y fais la représentation et en fait du coup en interne se passaient des choses dont je n'étais plus forcément au courant et je lâchais un peu et je disais non mais là j'ai besoin de j'ai besoin de savoir en fait. Puis c'est la créativité et le fait d'incarner, ça vient de là aussi. Exactement. Donc si le bonhomme il change, enfin je sais pas, c'est moi que ça touche aussi parce que c'est mon identité, c'est mon bébé, même si on dit qu'on n'ait pas notre boîte, bah en fait tu vis, tu transpires ta boîte quand même quand tu es un entrepreneur malheureusement. Bien sûr. Et du coup ça a donné lieu à des frictions en disant tu ne peux pas tu ne peux pas être au courant de tout, c'est comme ça, faut lâcher du lest. Mais du coup j'avais du mal à savoir où est-ce que je dois lâcher du lest et qu'est-ce qui est vraiment important. Et voilà, c'était Et ce duo là qui était au départ, est-ce que tu le ressentais encore fortement un duo? De moins en moins. Ouais. De moins en moins, on s'est énormément séparés. Il y a eu beaucoup de frictions à la fin, et c'est là où j'ai demandé à ce que je quitte la boîte parce que je me sentais plus vraiment à ma place. Je ne voulais pas rester dans une entreprise où j'avais la boule au ventre. Je veux pas faire ma victime ou quoi parce que je suis aussi très sensible, mais voilà, je me suis dit en fait ok, moi j'ai lancé une boîte, c'est super et je ressens plus de plaisir et je veux pas attendre. Ok, c'est en plein succès, c'est génial, je peux potentiellement me faire des millions avec cette boîte. Ce qui se passe, le chiffre d'affaires a dépassé bien des millions. Wow. Mais je me sens pas et donc je vais pas rester en fait. Comment t'as pris cette décision-là? Parce que j'imagine que tu peux pas juste un matin te dire en fait j'abandonne, parce que tu en parles comme de ton bébé, ce que je comprends entièrement. Genre la leçon, c'est mon bébé, c'est mon premier bébé. Non, mon premier bébé c'est Tara. Puis la leçon. Bref. Comment ça mûrit chez toi? Est-ce que tu fais des rencontres qui te donnent des déclics? T'en parles? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comment est-ce qu'on prend ce genre de décision qui change une vie en fait? Mais moi, c'est intuitif. Enfin, c'est Bélier. Voilà, ascendant Bélier. Et c'est, en fait, je réfléchis pas. Comme monter une boîte, je lâche mon taf de directrice, j'ai pas réfléchi. Je vais monter une boîte, j'ai pas réfléchi. Je prends mon pote comme associé, j'ai pas réfléchi. C'est comme ça. Aujourd'hui, j'essaie de prendre du recul et de faire mûrir les idées parce que je sais que ça m'a fait prendre les meilleures décisions de ma vie, mais aussi les pires. Et donc, si, en fait, c'est une énième dispute où je dis, en fait, je pars. Ouais. Et c'est fini. Et par contre, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, même si c'est une connerie. J'ai mon ego qui me dit, ah non, tu l'as dit. Alors t'assumes. Peut-être que t'avais ça dans le ventre depuis quelque temps et que genre, ton côté impulsif, c'est juste une manière de faire aller, le courage d'aller au bout, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Et je pense aussi que il y a eu plein de petits éléments qui ont été mis bout à bout quand quand ce truc de je pars est sorti. Ça a été juste, ça avait pas eu le temps de monter au cerveau qu'il était déjà sorti, mais le taf était fait à l'intérieur, tu vois. Et notamment, un des gros éléments, je pense que j'ai sorti un livre avec Hachette qui n'a pas du tout été défendu, en me disant que oui, c'était un livre en mon nom propre, etc. Et ça, je l'avais un peu mal vécu en disant, mais en fait, c'est un livre qui fait l'apologie de notre produit. On est ensemble. Et là, j'avais l'impression que je jouais seule. Avec l'équipe de l'autre côté, et j'avais pas envie de ça, tu vois. J'avais envie j'avais l'impression que c'était trop tard pour assembler et que non, je me sentais pas à ma place dans cet environnement-là et que j'avais laissé trop de choses en partant à l'extérieur et je ne me voyais pas les épaules de refaire tout et voilà, je pense que c'est intéressant parce que quand tu sais aujourd'hui j'ai l'impression que tous les entrepreneurs doivent faire le storytelling, être l'image du produit, etc. C'est une vraie tendance actuelle. Je pense par exemple à Justine Hutto avec Respire. Ouais, bien sûr. C'est une manière de voir aujourd'hui la conception des produits qui est très puissante. Quand c'est vrai, c'est extraordinaire. Bien sûr, et puis ça l'est, et puis c'est très sincère. C'est par de exemple, dingue pour Justine. Fondateur, ouais. Mais par contre, j'avais jamais pensé au fait que, quand t'es sur les plateaux de BFM TV et tout, au bout d'un moment,
je parle pas de Justine là, je parle en règle générale. C'est vrai que quand t'es beaucoup à l'extérieur, t'es plus au contact de ce qui a fait ta passion du début, Bien en fait. Sûr. Ouais. Et il faut accepter que tout se passe sans toi. Et moi aussi, j'avais aussi cette crainte de me dire, en fait, le succès, c'est pas moi. C'est eux qui le font aujourd'hui. Donc j'avais peut-être ça, tu vois, aussi de me dire, ah non, moi je veux être là au four et au moulin. Je sais pas, je sais pas. Mais et puis c'est ce qu'on me reprochait aussi à un moment donné. Et c'est ça que je pouvais pas supporter, moi, la culpabilité. J'arrive pas à la porter. Et donc c'était une énième fois où c'était un peu tendu, où j'ai dit à mon associé je vais partir. Tu t'es sentie comment quand tu l'as dit? Soulagée. Et puis c'est vrai que ça a été assez bien accueilli. Mes investisseurs aussi m'ont dit t'inquiète pas, tu revends une partie de tes parts, tu continues d'être la figure de l'entreprise et puis ça va bien se passer. Mon associé aussi était très doux à me dire ça va, t'inquiète, c'est trop cool, on va trouver la meilleure organisation, etc. Et en fait, c'est là où je me suis dit mais en fait je vais pas rester face off quelque chose dont je suis pas à la tête, qui ne me ressemble plus, dont je n'ai plus la majorité des parts. Et non, en fait. Et je pense qu'il y avait, et c'est là où s'est opérée une scission, où j'ai dit, je ne continue pas de donner mon image. Moi, je suis j'ai beaucoup de défauts. Mais il y a un truc, c'est que je suis assez droite et droite dans mes bottes, tu vois. Et pour tout l'argent du monde, je m'en fous d'incarner un truc. Je suis pas voilà. Ouais, je suis pas un panneau publicitaire Et puis c'est quand même né d'un truc où t'y croyais à 100%, le producteur au départ, le côté vraiment produit d'hyper bonne qualité, hyper pur, on est arrivé à un point de non-retour où j'ai l'impression qu'on peut pas discuter. Ok, les discussions sont douces, etc. quand il s'agit de me faire sortir en douceur, parce qu'il y a aussi un enjeu d'argent, on va pas se le cacher. Mais du coup, voilà, moi je préférais couper net. Ouais. Et couper net, comment ça s'est passé, sans plus de suspense, c'est que j'ai été licenciée. J'ai été licenciée pour faute grave, pour beaucoup de chefs d'accusation, dont un qui m'a particulièrement fait mal au cœur. Moi, je suis très proche des gens. Et quand on m'a dit que j'avais harcelé les salariés, là, c'était trop. Et en fait, il y a un truc, c'est que évidemment, j'ai dit, j'avais pas envie de m'expliquer sur ce qui s'était passé, et donc j'ai quitté Archie. Archie, c'est fini. Enfin, je sais pas, j'ai toujours utilisé des choses sans vouloir trop rentrer dans les détails. Et donc, beaucoup de choses m'ont été reprochées. J'avais pas la force de me battre. C'est d'une violence inouïe. Mais c'est l'entrepreneuriat, et c'est comme ça que ça se passe, en fait. Et je veux pas me mettre en mode victime. J'ai fait le deuil de ça. Je leur ai pardonné. Il y a des intérêts à le faire. J'ai signé un pacte qui prévoyait cette sortie-là au départ, et j'avais pas fait attention non plus. Et donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas un monde. Je suis pas forcément super armée pour faire face à ça, mais la vérité c'est ça. Et n'importe qui peut regarder dans Papers. J'ai été licenciée, donc je suis pas en train de comment dirais-je, de trahir un secret en le disant. Mais c'est sûr que l'histoire est plus jolie en disant Marina est partie vers de nouvelles aventures, ce qui est vrai. Mais la réalité, c'est que Marina a été poussée aussi. Et puis tant mieux, en fait. Tant mieux que ce soit passé comme ça. Donc j'ai négocié une partie, le rachat de quasi l'intégralité de mes parts. Et puis voilà, on m'a proposé de démissionner à la fin. J'ai refusé. Juste avant, lors de mon board de départ, j'ai refusé. Et j'ai dit allons-y. Ça a duré 5 minutes et j'étais sortie de ma boîte. Et c'était en septembre et je l'ai annoncé en décembre. J'avais beaucoup de mal à le dire. Et puis, mais je me sentais soulagée, tu vois. J'écoutais Break My Stride en sortant et tout. Je marchais dans la rue en me disant Nicole Kidman après son divorce, tu vois ou pas? Je pense voir cette scène, mais j'avais pas fait le lien. Putain, j'ai senti un soulagement, donc c'est pour ça, tu vois. Bon, après, ça a été la machine à laver, mais ça, je voulais pas que ça dure. Arrachez-moi le pansement, et c'est ok. De ouf. Et voilà, donc je fais juste ce disclaimer en disant que aujourd'hui, vraiment, cette histoire, je l'ai un peu digérée. Ouais. C'est un truc qui se passe, qui est normal dans le monde entrepreneurial. J'ai rencontré tellement d'entrepreneurs masculins, féminins, qui m'ont dit avoir vécu de près ou de loin la même chose.
Et c'est comme ça. C'est un monde. Ça ne fait pas que le produit est mauvais ou que mon associé est mauvais. Il doit avoir sa version. Voilà. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Moi, ce que je trouve hyper intéressant quand on parle de ce genre de sujet, c'est que t'es vraiment en train de casser des tabous. Tu vois, en train de dire, bah ouais, en fait, ça arrive dans la vie de quelqu'un. Je me suis fait licencier, je n'en suis pas morte. Et tu sais, il y a vraiment ce tabou de la honte. Surtout qu'en France, on se fait pas licencier du jour au lendemain comme aux États-Unis. Donc du coup, il y a vraiment un truc qui est associé. Et merci juste de dire les choses parce que je pense que ça peut faire vraiment du bien en fait. Ça peut faire du bien, j'espère. Mais c'est vrai que ça n'a pas été évident de l'avouer au départ. Et c'est surtout qu'à un moment donné, les chefs d'accusation, je les ai pris pour de vrai. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai que c'était moi le problème. Et j'avais parlé notamment aux salariés. Et je me suis dit, mais peut-être qu'il y a des trucs qui m'ont échappé. Elles m'ont toujours dit, mais non, t'inquiète pas, tout va bien. Mais je me disais, mais peut-être que je leur mettais une pression telle que j'en sais rien. Tu refais l'histoire. Après, tu dis, qu'est-ce que j'ai loupé? Et c'est vrai que j'ai pas été à la hauteur. Et en fait, quand tu te rends compte, et c'est d'avoir rencontré des entrepreneurs qui m'ont dit, mais meuf, moi j'étais pareil. J'ai dit, quoi, toi, t'es parfaite? Genre, tu vois, ça fait trop de bien. Et ça a fait énormément de bien. Donc si je peux être moi aussi une petite pierre, c'est elles et eux qui m'ont fait énormément de bien. Puisque t'es en train de raconter, c'est presque les mêmes étapes d'un deuil amoureux où on s'est fait larguer, où on essaie de repenser à toutes les scènes en utilisant des micro-détails, en disant peut-être qu'à ce moment-là j'aurais dû dire autre chose, c'est pour ça que je me suis fait larguer. Tu vois ce truc-là qui ne sert à rien, qu'on fait tous et toutes, et c'est hyper humain. Puis il y a un jour où juste on pose le sac de pierre d'un côté, on fait qu'est-ce que ça change quoi. Ça prend du temps. C'était c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je pense que il y a aussi des choses auxquelles on peut se rattacher, à des choses où tu penses vraiment que t'avais fait bien les choses et tu te dis malgré ça, ça a merdé, donc c'était pas moi. Enfin, c'était pas que moi, tu vois. Et voilà. Pardon, j'étais dans ma tête, je t'ai sorti ça. C'est peut-être l'aspirateur qui te perturbe. Il y a les travaux, c'est l'enfer. Là, on en est au 4e mois, je crois. Bon, ils sont adorables en dessous, mais chaque épisode, c'est genre des moments hyper profonds et tout. Et t'entends une perceuse et t'es là, et allez. Pourquoi on se focalise sur la perceuse? Je vais regarder en ce moment. Comment ça se passe les mois d'après? Est-ce que déjà, comment tu te sens? Et comment tu vis les choses? Est-ce que tu mets en place des choses pour aller mieux, pour avancer? Non, de septembre à décembre, je travaille. Je fais du conseil tout de suite. Conseil business, accompagnement, réseaux sociaux sur des dirigeants. En fait, j'ai une demande entrante de copains qui disent vas-y, tu veux pas accompagner machin sur LinkedIn et j'ai quelques contrats où je ne gagne jamais aussi bien ma vie qu'en faisant ça. Génial. Et je me dis mais c'est l'Amérique en fait d'être solo et de faire ça. Et donc de septembre à décembre je fais ça. Ok. Je fais ça. Ça doit te redonner confiance en toi, dans ta légitimité aussi. Ouais, exactement. Et puis mes réseaux sociaux décollent de dingue à ce moment-là. Je ne fais plus partie d'Archi, mais mon compte Instagram passe de 9 000 à 30 000 parce que la première, j'étais encore dans la boîte où je fais un playback le matin en prenant mon verre et je fais un playback sur Snoop Dogg en disant regardez les paroles, elles sont folles. Le truc fait 2,7 millions et je fais dans les 2-3 semaines qui suivent plein de playbacks comme ça et mon compte décolle de ouf. Ok. Sans préméditer quoi que ce soit, mais j'ai pris ça comme si la vie me disait t'inquiète meuf, toute seule ça va bien se passer aussi. Et j'ai pris ça comme un cadeau. Ça m'a énormément donné confiance aussi de voir que les gens arrivaient, ne me connaissaient pas en tant que Marina, la fondatrice d'Archi. Et arrivaient quand même parce que ils me trouvaient je sais pas rigolote ou je ne sais pas, mais ça me faisait du bien. Et ça m'a un peu confortée entre le fait de savoir que parce que quand tu vends tes parts, faut savoir que ce capital, c'est pas des milliers, c'est pas des trucs qui vont me faire vivre pendant des années, ce que j'ai touché. Mais évidemment, t'as pas le chômage, t'as rien d'autre. Ce capital-là, je me dis, c'est ce truc qui va me faire vivre. Je dois le garder. Je dois vite me réinventer parce que j'ai pas le chômage et rien. Et donc ça m'a donné, ça va bien se passer, ça va être cool. Je vais capitaliser, enfin je vais garder ce que j'ai. Et puis en plus, je vais me faire de l'argent. Et en plus, les gens vont continuer à me suivre. Je vais me réinventer, ça va être facile. Ça a duré 3 mois, cette période-là, mais je me rends compte que je travaillais.
Et je restais à Paris. Et en fait, j'ai pas sorti la tête de l'eau. C'est quand j'ai sorti la tête de l'eau que je me suis rendu compte de ce que je venais de traverser et à quel point j'étais idiote d'être partie tout de suite. Non, t'étais pas idiote. T'as voulu te protéger, ton cerveau. Ouais, j'ai des mots très forts sur moi, faut que j'arrête. Ouais. Vilaine. Mais ouais, ton cerveau a voulu te protéger en te disant, tu sais quoi, si t'avances, tu regarderas pas en arrière et puis tu vivras peut-être un peu oui, mieux. ce petit chat. Oui, il a été gentil de me dire ça. Ouais, d'avancer pour pas regarder en arrière. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, moi, je trouve que déjà chapeau, tu vois. Je crois beaucoup aussi au petit clin d'œil de l'univers. T'inquiète. Donc je peux que valider tes propos. Je trouve que ça fait grave du sens. Et en plus, au moment où tu vendais ton savoir-faire sur les réseaux sociaux, fantastique. Quelle chance d'avoir une communauté. Absolument. Qui te légitime. Ah ouais. Ça a dû te faire beaucoup de bien, ça. Ça m'a fait énormément de bien. Sur LinkedIn aussi, je continuais à publier. Alors c'était bizarre parce que tous mes réseaux sociaux, je les avais toujours mis au service d'Archi. Bah ouais. Donc là, je continuais à publier, à essayer de garder cette présence, mais en ayant un message qui soit bien au-delà de promouvoir les bienfaits santé du vinaigre. Et mais je gardais cette trame et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste le message de faire du bien aux gens. Naturellement, profondément, c'était un truc qui dépassait largement Archi. Et mais c'était pas évident aussi de se dire maintenant je publie pour moi, tu vois. C'est plus ouais. Tu pouvais plus te cacher derrière une marque aussi. Absolument. Et puis jusqu'à ce que je l'annonce, j'écrivais encore Marina. J'avais plus mis dirigeante, mais enfin je crois que j'ai jamais mis ça. Mais c'était que mon identité. CEO of myself. CEO of myself. Mais très très cool sur LinkedIn, n'est-ce pas? D'une simplicité surtout. Ouais, une humilité. Mais le truc c'est que ouais, je continue de publier et j'avais l'impression de mentir aux gens juste parce que mon titre n'avait pas changé. En même temps, mon pote m'a dit mais tu seras toujours fondatrice en fait. Donc qu'est-ce que tu veux changer? Mais je me disais en fait les gens ils continuent de penser. Moi je sais plus comment il est le produit donc je veux pas qu'ils me trouvent sympa, achète le produit pour moi et en plus il me dit je consomme ton produit. Merci mais et puis avec à chaque ce que fois, je c'est venais un de petit dire. coup. Ouais. Et passons sur les personnes qui encore aujourd'hui m'envoient des vidéos de ce qu'ils font Archi, de mon associé et comme si c'était en mode c'est comme si on te montrait l'ex enfin ton ex avec sa nouvelle copine en disant alors ça te fait quoi, elle est belle hein? Et tu vois, et je suis là en mode, mais pourquoi vous faites ça? Genre, ok. Moi, il y a des trucs un peu bizarres. Mais après, les gens, franchement, j'excuse tout parce que personne ne savait spécialement. Ouais. Mais quand tu sais que t'as quitté, je comprends pas forcément l'intérêt de faire ça, tu vois. Pas non plus. Moi, on m'envoie en permanence des regards, t'as vu, il a fondé le même concept que toi de podcast. Et je suis là, voilà, je me sens comme une grosse merde pour le reste de l'après-midi. Mais en tout cas, merci Corentin, quoi, tu vois. Non mais ouais oui ben voilà. Merci Corentin. Ne faites pas ça. Mais les réseaux c'est quand même. Moi il y a un commentaire quand je suis partie après on viendra de la suite mais il y a un commentaire d'un mec sur LinkedIn un jour qui a dévoilé publiquement dans mes commentaires le montant de ce que j'avais touché en disant Marina serait-elle partie trop tôt? Ah mais horrible. Et là rien qu'à te le dire, j'ai chaud aux joues, tu vois. Et je me suis dit, c'était un mec de Vici, enfin, donc il avait les chiffres et tout. Ah, le vicelard. Et je me suis dit, pourquoi tu dis ça, mec? Il n'y avait rien à voir sur l'article que j'avais publié. À quoi ça sert? Et après, ça m'a fait, pendant 2 jours, en mode cogité, en mode, non mais oui, je suis partie de retour, mec, il a remis ma vie en question, tu vois, genre. Et c'était un commentaire élogieux qui commençait au départ, et la boîte fait tant, et machin. Marina est partie avec ça, Marina serait-elle partie trop tôt? Oh, le salaud. Ah ouais. Du coup, je l'ai ajouté pour dire, mec, t'es qui? Pourquoi tu me dis ça? Ouais. Mais il m'a évidemment pas accepté. Donc non, mais les réseaux sont assez dangereux et wow. Et pour t'aider à sortir, c'est pour ça aussi qu'à un moment j'en ai eu marre et je me suis dit, on va faire un petit break. Voilà. Et alors le petit break, il est au bord de l'eau, turquoise. Le petit break, il est loin. Il est très très loin. Tu peux nous raconter? Ouais. Alors ce qui s'est passé. C'est Tara maintenant qui fait du bruit. Désolée. Tara la perceuse. Tara la perceuse. On dirait un vieux mauvais film porno. Des 90. Ouais, logique quoi. C'est horrible d'avoir Tara la perceuse pour Tara la perceuse. Vous avez demandé un homme moustachu. Beauté. Oh non, si pur, si pur. Oh, ouais,
Repartons dans le turquoise. Donc, Bali. Non, alors j'ai commencé, tu vois, je me suis dit, il faut que je prenne 3 semaines de vacances, je vais partir. Et donc, je savais pas où partir, j'étais en train de courir et je me disais, je vais en Amérique ou je vais en Asie, tu vois, j'en étais là. Hein. Ouais. Et je courais et j'ai juste eu une voix dans ma tête qui m'a dit, c'est pas le Pérou. Je me suis dit, ok, bon, ça sera à droite, du coup, en regardant la France de là-haut, tu vois. Et j'ai un copain qui me dit, t'as qu'à aller à Bangkok. C'est le hub asiatique, tu pourras aller où tu veux. Je lui dis, allez, go, Bangkok. Je prends un billet pour Bangkok. Waouh, flippant un peu quand même. Ouais, flippant, mais je sais pas, ça résonnait de partout. Comme quand j'ai monté le vinaigre, tu vois, ça résonnait, donc je prends mon billet le 3, je pars le 4. Ok. Avec mon petit sac à dos, en me disant, je reviens dans 3 semaines. J'ai mon billet qui est le retour le 21 parce que je devais être là pour Cheese Mercedes et j'avais un talk à faire, etc. Et puis en fait, arrivé là-bas, je me dis, je vais pas partir en fait. Ouais. J'appelle mes parents et je dis, en fait, je crois que je vais m'installer, je vais vivre ici. Est-ce que vous pouvez lâcher mon appartement? Mais non. Si. Et en fait, je monte pas dans le vol de retour. Il y a un truc qui m'amène dans le nord de la Thaïlande et je pars dans le nord. Et je passe 2 mois dans le nord de la Thaïlande après d'aller au Vietnam et Bali, etc. Mais je sais pas. Genre, le premier truc qui m'a fait me dire je vais pas repartir, c'est je m'installe, j'arrive, je suis à Bangkok, je suis dans ma chambre d'hôtel, je pose mon sac, je me pose sur le lit et je me mets à chialer. À chialer comme j'ai jamais chialé. Ouais. Et tout sort. Tout sort. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré. J'avais l'impression que c'était bloqué, tu vois. Et puis je me dis wow, il y a un truc en fait. Ouais. Et j'ai pas envie. Et je crois que je fais un rejet total de la France, de ce monde-là. Et je me dis en fait, ici je serais bien, je vais refaire ma vie ici. Et je veux plus rien. Tu t'es traumatisée, ma pauvre. Oui, un petit peu. Aujourd'hui, je peux me dire ça. Encore une fois, je veux pas que ça fasse victime, etc. Non, c'est juste que toi, ton expérience, tu sais, c'est pas nécessairement factuel. Ouais. C'est que toi, t'avais un rejet, ça t'avait traumatisé l'entrepreneuriat, C'est ça, un monde qui a beaucoup de qualités, mais qui me faisait pas du bien et qui m'a pas fait du bien. Et donc même d'être dans cette course après refaire du coaching, gagner de l'argent, etc. Tu restais là-dedans. Ouais, tu vois, jusqu'à décembre, j'étais pas dedans. Et donc j'appelle les organisatrices de Cheese parce que culpabilité maximale de dire en fait je vais pas revenir, je suis désolée. Et donc j'ai une des organisatrices qui me dit mais vraiment, on avait tout organisé, machin, genre c'est pas cool. Et après elle me dit bon, ça c'était l'organisatrice, maintenant l'amie, elle te dit de prendre soin de toi et que je suis très fière de toi, machin. Et c'est ça qui fait énormément de bien. Tu sais, j'ai un entourage aussi et d'une bienveillance dingue. Et donc voilà, j'avais juste ce petit truc à enlever de ma tête en disant je vais prendre soin de toi. Voilà. Et je m'excuse, je pourrais pas tenir mes engagements, mais là j'ai juste l'appartement qui me retient. J'avais Cheese, c'était mon seul engagement pour l'année. Ça fait quoi de se retrouver seule avec soi-même H24 et avec ses pensées qu'on voulait un petit peu cacher? Comme si c'était pas suffisant d'être au bout du monde, je suis partie dans le Nord et je suis partie faire une retraite de silence dans un temple bouddhiste. Yes. Et donc ça fait pas du bien de se retrouver avec ses pensées. Raconte-moi, est-ce que tu peux me détailler parce que j'ai lu un jour un article de blog, encore une fois boomer, sur quelqu'un qui avait fait cette fameuse retraite et qui racontait en détail, ça a l'air d'être mais vraiment une traversée très particulière, quoi. Ouais, je pense que moi, je l'ai pas... Alors, c'est une retraite que tu peux faire, tu restes minimum 3 jours ou 10 jours max, et c'est dans un temple, tu n'as rien, tu dors à même le sol, avec plein... Donc, il y a des kutis, tu sais, des petites maisons. Non, je sais pas. C'est des maisons où là, on était, je sais pas, il y avait peut-être 30, 40 filles par terre, il y avait 2 étages. Donc vous ne parliez pas? Il y en a qui faisaient vœu de silence et d'autres parlaient. Donc tu pouvais, tu mettais juste un badge si t'avais pas envie de parler. Vraiment à la manche prière. Dur, de ouf. Mais quand tu vois des gens parler, moi je suis une pipelette et que je fais vœu de silence, je dois avoir surtout qu'il y en a qui sont venus entre potes, tu vois, et tu les vois, ils ont une autre expérience. Bah ouais. Et toi t'es là avec tes problèmes. Non, en fait, je pense que et toute la journée, par contre, donc il y avait 5-6 heures de méditation, t'avais Meuf, raconte-moi tout. Je veux absolument pas la nana qui me dit long story short, non, je veux vraiment
Longue story longue. Donc tu arrives là. J'arrive là. Ça ressemble à quoi? Première impression. C'est le paradis. Je pourrais donner à ceux qui le veulent là où c'était. Ah ouais. C'est le paradis. Je n'ai jamais vu un endroit de ma vie aussi beau. Wow. C'est très très loin. Tu prends le Yellow Bus pour y aller. C'est au bout du monde. C'est à la frontière birmane. Et en fait, donc c'était juste avant. J'avais envoyé un message à tous mes proches en disant je vais pas avoir de téléphone pendant longtemps, je suis pas morte, juste mon téléphone, je suis dans un endroit sécurisé, mon téléphone sera coupé, et ça a été ça ma plus grosse angoisse. C'était pas de pas parler, de connaître personne, d'être tout seul, c'était de me dire qu'est-ce qui va arriver à mes proches, qu'est-ce qu'ils vont penser, j'ai peur que ça leur fasse du souci, etc. D'accord. Mais ça a été le gros truc, parce que depuis quand on n'a pas coupé notre téléphone pendant plusieurs jours, et au bout du monde en plus. Et donc en fait, tu arrives là, tu es accueilli, on t'explique tous les jours, il y a des salles de gens qui viennent, tu vois. D'accord. Donc tu as un petit groupe où on t'explique comment ça va se passer. Tu es tenu de faire 1 heure de travaux collectifs parce que c'est gratuit, donc tu dois t'occuper tu dois passer le balai, faire la vaisselle, remplir les carafes d'eau, des trucs comme ça. Tu ne manges que 2 fois par jour, le matin à 6h, après avoir fait l'offrande aux moines, et à midi. Et puis, tu donnes tous les matins, t'as des cuillères de riz à donner aux moines qui viennent avec leurs trucs, et voilà. Et toutes les journées sont rythmées comme ça. Tu te lèves à 5h30, tu médites dans ton lit de 5h30 à 6h, je sais plus exactement les horaires. Tu médites dans ton lit, donc solo ou? Ouais, solo. Enfin, c'est tout pas le monde dur peut méditer à côté, mais chacun vit sa vie. Il y a des meufs qui font des pauses de yoga de ouf. Il y a des meufs qui dorment encore, qui profitent des 30 minutes avant d'être appelées pour dormir. Moi, j'essaie de jouer le jeu et de méditer un peu. Mais voilà, non, je sais pas, c'est un truc à vivre, je pense. Toi, t'es resté combien de temps? Moi, j'ai fait 5 jours. Ouais, je pouvais bien un de plus. J'ai rencontré un de mes très 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 bons potes juste quand je suis partie. On s'est rencontrés dans le Yellow Bus et il m'a dit je suis arrivée hier, je reste pas mais lui il était très 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 avancé d'un point de vue, on peut pas dire avancé spirituellement, mais ça faisait 8 ans qu'il était en voyage, mais il me disait il y a des mecs qui parlent, je supporte pas. Et lui il voulait vraiment une expérience deep et il disait c'est pas assez pour moi. Okay, c'est pour ça qu'il est parti. Et pourquoi toi tu me dis 5 jours mais pas un de plus? Parce que j'avais la sensation que je tirais rien de plus. En fait, ce qui me faisait vraiment du bien, c'était de lire. J'avais fini mon bouquin. Ah ouais. Et puis c'était très. Ça va faire super matérialiste, mais en fait, enfin non, c'est parce que ça c'est quand même. Je dormais donc par terre, ça c'est pas grave. Je dormais avec des couettes pour enfants là, enfin les petits trucs fins, où tu te mets dedans les sacs à patates. Non, pas ça, mais un peu en pilou, mais qui est passé plein de fois la machine. Donc pas doux. Et en fait, j'avais pas de serviette. Et du coup, je me séchais avec ça. Et je dormais aussi avec ça. Et c'était dans un environnement qui était assez humide et tout. Et je pense que c'est aussi là. Puis on avait des toilettes, évidemment. Tout était commun. Et c'était pas. À un moment, j'ai manqué d'hygiène. Et j'avais un peu envie de confort. Et je me suis dit, meuf, t'es pas venue là pour souffrir. Moi, je trouve pas que ce soit. Enfin, 5, c'était bien, tu vois. Je pouvais partir à 3. J'ai fait 5. Je me suis dit, ok, c'est bon, t'as vu. Et puis tous les jours les moines y répétaient la même chose et et à un moment je me disais j'ai envie de méditer toute seule et je les entendais trop parler. C'est débile ce que je dis, mais j'avais aussi envie de liberté et là je me sentais ok, les horaires j'ai un truc c'est bien, j'ai fait l'expérience, mais et tu mangeais peu. Moi ça m'impressionne aussi de rester une journée en silence sans manger. Tu mangeais le matin et le midi, mais mais moi je fais 5 repas par jour. Donc... Après, en décembre, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai fait en France une retraite de jeûne qui s'appelle chez Clairière et Canopée, que je recommande à tout le monde, où j'avais jeûné pendant 5 jours et mon appétit depuis ce temps-là c'était un peu réduit. D'accord. Et donc c'est vrai que j'avais pas trop la sensation de faim, même si moi aussi je peux manger comme 14. Juste ça te stressait moins que quelqu'un qui n'a jamais fait ça, tu sais que ton corps supporte déjà. Et puis on mangeait quand même, enfin c'était bien, tu vois, c'était donc à un moment voilà. Et au bout de 5 jours, tu te sens comment? Tu trouves que ça a eu un effet, ou alors le fait d'avoir quand même des gens qui parlent à côté et tout, il y avait une distraction qui t'a pas permis d'être focus? Ça m'a fait un bien fou, c'est d'avoir pris le temps de lire, d'écrire et de ne pas avoir mon téléphone, plus que marcher en pleine conscience, être dans ta... En fait, méditer, j'avais pas besoin d'être là-bas pour le faire.
Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des trucs qu'on disait tous les jours là-bas qui me restent. Ah ouais? Ouais. Comme quoi? Mais genre quand tu respires, tu fais boudo, et genre, des trucs comme ça que je faisais. Et je me dis et même marcher en conscience, c'est des choses que j'avais pas fait. Et on faisait des marches. Ça fait vraiment secte, hein. On était tous. Ma sœur m'avait envoyé des gifs de Skippy, tu sais, les inconnus, tu vois. Oui. C'était ça, on était tous habillés en blanc. Bah Raël, là, le docu sur Netflix. C'était moi. Je faisais partie. Raël de Zelle. Oh non, les pauvres, non, c'est merveilleux, mais on en rigole, mais c'est vrai. T'avais pas des fous rires genre à des moments, parce que moi j'ai un problème, c'est que il y a des moments où, tu sais, je suis à fond dedans et puis je me regarde de l'extérieur et j'ai envie de me taper des mains. Bah, en fait, non, parce que j'étais dedans, tu vois. Ok. Et j'étais vraiment... mais je comprends à 3000, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Où j'ai trop envie. Il aurait pas fallu quelqu'un pète ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça! Où t'es là? C'est border, surtout quand il y a les moines qui passent, etc. Genre, mais de ouf! C'est tellement... Puis pour relâcher la pression aussi. Après, il y en avait un qui passait sa vie à se marrer tout seul de ses propres blagues de moine que j'adorais. Et donc, il permettait aussi de détendre le truc. Il était trop mignon. Oh, trop chou. Et il parlait anglais? Ouais, il parlait anglais. Ok. Avec des accents des fois très très forts que je comprenais pas trop, mais ils parlaient tous anglais. Hein. Et toi, t'es là, yeah, sure. Et puis quand tu fais les chants, tu ne comprends absolument pas ce que tu racontes parce que ça, c'est pas de l'anglais. Bah ouais. Mais c'est cool aussi. Et ça, les chants, par contre, c'était tous les soirs, 1h30. C'était long. Ah ouais. C'était long, mais aujourd'hui, je pense que je voudrais le refaire avec pas la sagesse parce que je suis pas sage du tout, mais avec le recul que j'ai et je comprendrais davantage ce que je suis en train de faire et je prendrais davantage de. Là, c'était passé de tout à rien du tout. Je pense que c'était trop brusque et que j'ai pas forcément eu tous les enseignements de. C'est logique. Et puis tu pouvais pas tout digérer en une fois et. Je pense. Et après, quand est-ce que tu pars à Bali? Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc je reviens à Chiang Mai où j'ai vécu du coup 2 mois. Et juste avant de partir, je rencontre mon amoureux. Ah, j'adore. Et donc je pars. Non, tu le rencontres comment? Ah, dans un café. Non, mais raconte. C'est trop mignon. Moi, j'aime trop les belles histoires. Non, mais c'est. Pardon, en fait, j'ai rencontré mon mec à l'autre bout de Chiang Mai. Stylé. Non, je sais pas. App mais pas de rencontre de gens de voyage, tu vois, genre d'expat. On se voit. Ah mon Dieu, il est trop cool. Et on parle et en fait on fait que parler de nos familles. Et je me dis putain, le mec il est tellement famille, moi je suis trop famille. Et on parle et je l'admire trop. Le mec est médecin en soins palliatifs. Moi il m'admire trop en tant qu'entrepreneur. Puis ancienne qui bossait dans un EHPAD, il y a un sort de truc qui fait tellement sens. Il y a plein de trucs qui font sens en fait. Wow. Et genre tu dis putain, je bois ses paroles, il est tellement gentil. Je n'ai jamais rencontré de ma vie quelqu'un d'aussi gentil. Et du coup voilà. Ça c'est trop hot, un mec vraiment gentil. Mais c'est là genre ça on n'en parle pas assez, mais oui, mais il y a que ça qui compte. Bah ouais, de ouf. Et puis je sais pas, tout fait sens. Genre, je lui dis, t'es là pour combien de temps? Il me dit, je sais pas, je suis arrivée début janvier, je suis peut-être là pour 6 semaines, 6 mois, 6 ans. Je dis, tape. Viens, on fait les 6 mois, 6 semaines, 6 ans ensemble. Et les 60 prochaines. Mais et alors, vous faites quoi? Vous commencez à voyager ensemble? En fait, assez rapidement. Donc moi, mon visa expire dans 4 jours et je dois faire ce qu'on appelle le visa run, sortir du pays et rentrer. Série Netflix, quoi. Et en fait, Chiang Mai devient à cette période-là la ville la plus polluée du monde. Et donc c'est la smoky season qui commence, donc de toute façon faut sortir du pays. Wow. Enfin, faut pas rester là parce que l'air est irrespirable. Et je pense à tous les gens qui ne peuvent pas quitter. Il y a plein de problèmes de. Enfin bon bref. Ouais, c'est terrible. En fait c'est les feux. Les agriculteurs brûlent leurs champs à cette période-là et en fait à tous les feux de la Birmanie, du Nord, de la Thaïlande, du Vietnam aussi. Et voilà cette région-là du Nord est complètement irrespirable. Oh, et en plus, il était super chaud. Donc moi, je pars pour raison de visa et je vais au Vietnam, du coup, et je dis à mon copain,
bah rejoins-moi, tu vas pas rester à la smoky season là et tout machin. Et donc une semaine après, il me rejoint et puis on reste 45 jours ensemble au Vietnam et on voyage au Vietnam ensemble. Et puis en fait, on vit ensemble. Le deal, c'est bon bah on se connaît depuis 5 jours. Tu viens à l'hôtel que j'ai réservé et puis tu prends un hôtel et puis en fait on est resté tout le trip ensemble et on se disait bon allez demain je fais mon truc de mon côté et en fait demain ne vient jamais et on reste tout le temps c'est trop mignon. Voilà. Mais après donc le visa expirant au Vietnam, il est temps de repartir et je me dis bah je vais repartir à Chiang Mai. Chiang Mai c'est ma vie, j'ai envie de m'installer là-bas. Mais en fait tout le monde me dit mais Marina t'es tellement une meuf de Bali, va à Bali. Je me dis Bali est moins cher que Chiang Mai là, c'est peut-être l'occasion, je vais aller à Bali. J'aurais fait Bali et voilà. Et mon copain me dit bon peut-être qu'on va passer beaucoup de temps ensemble dans le futur, on ne sait pas. Tout a l'air d'être bien parti pour que ça marche bien. Faisons cette pause là. Vis ton expérience, je vais vivre la mienne. C'est chouette. On se rejoint dans un mois, on ne se parle pas. Et on voit ce qui se passe. Oh non, c'est dur ça par contre. C'est dur, c'est très très dur. Mais en fait, c'est chouette. Et lui fait son stage de surf à Lombok et moi je reste à Ubud, la ville qui guérit. Et je fais mes expériences, je rencontre des copains, une copine notamment là-bas, fais la bisous. Et du coup je vis mon expérience, il vit la sienne et puis à la fin on se revoit juste une semaine avant qu'il reparte en Angleterre. Et on passe une semaine extraordinaire. On se dit, allez, ouais, là c'est on crée un truc. Ouais. Et là voilà. c'est bon. Et donc je suis rentrée aussi parce qu'il est rentré. Il m'a dit, la famille t'invite au baptême de mon neveu. Tu veux rencontrer la famille. Ouais, j'ai envie de chialer tellement je trouve ça trop beau. Je te jure, je sais pas pourquoi j'ai envie de chialer. Et c'est merveilleux parce qu'en plus c'est une famille tellement. Il est d'origine indienne. British. Donc moi je connais pas l'Angleterre. Je connais pas la culture indienne et j'avais vu un palm reader là-bas qui m'avait dit t'as un lien fort avec l'Inde. Hein, c'est pas vrai. Sur ma tête. Et donc voilà, tu sais, c'est tous ces trucs là où après tu te dis tout arrive pour une raison. Oh putain, c'est dingue. Et c'est chouette et ça, voilà, aujourd'hui, je savais pas pourquoi il y avait un truc qui m'emmenait dans le Nord. Aujourd'hui, je me dis que c'était peut-être ça, tu vois. Ah, j'ai des frissons. Oui, j'ai des frissons. C'est un truc de fou. Surtout qu'en plus, un mois sans se parler, vous pouvez vous revoir et que, tu sais, t'as eu le temps de fantasmer le mec et en fait, je sais pas, il y a un retour à la réalité qui aurait pu être décevant. Absolument. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et puis je te passe toute cette période de ah bah il a forcément dû rencontrer une surfeuse. Oui, oh t'as dû stresser. Et puis bah évidemment et puis non mais voilà la vie elle m'a offert ça mais maintenant c'était pour mieux me recentrer sur moi. Je vais revivre un truc parce que j'ai l'impression d'être un peu guérie de ce qui m'est arrivé de l'histoire d'avant. C'est que il y a toujours plein de challenges dans la vie donc ça sera le nouveau à affronter et toutes ces pensées un peu chiantes et puis pas passer à côté de ce moment-là que j'ai pour moi. À Bali pour vivre mon expérience, d'être focalisée sur oh mon Dieu je vais perdre ce mec. Non, ça a été aussi moi l'occasion de me retrouver un peu et de me dire en fait toute seule ça va aussi. J'ai eu des expériences aussi spirituelles qui m'ont fait énormément de bien qu'on n'aurait pas pu vivre si on avait été côte à côte. Lui aussi ses stages de surf il a vécu pour lui et on s'est fait notre crew de potes. Puis t'y allais même si la douceur de cette rencontre était bah tu la mérites en fait point barre tu vois sans contrepartie mais t'y allais aussi toi pour te retrouver toi et c'était chouette d'avoir un moment voilà. C'est sûr que tu voyages pas pareil quand t'es en couple. Tu voyages pas pareil. Que quand t'es solo. Et le pourquoi on est partis tous les deux, c'est qu'on avait un trop plein. Lui, il a vécu le Covid, il s'était pas arrêté depuis le Covid où il a vécu, bah, t'imagines, ce qu'il a pu vivre là-bas. Palliatif au dans un hôpital public à Londres. Voilà. Et du coup, il avait jamais lâché, donc, c'était la première fois de sa vie qu'il prenait un temps pour lui. Il dédie sa vie aux autres, que ce soit sa famille ou ses patients. C'est la première fois de sa vie qu'il avait un temps pour lui. Et là, il m'avait expliqué pourquoi il avait besoin aussi de ce mois, tout en me disant aussi que moi j'en avais besoin. Lui en me disant, j'ai jamais pris de ma vie un temps pour moi. Il faut pas que je regrette. Et je veux pas que notre relation, je me dise toujours, j'aurais eu cette période-là où j'aurais. Puis t'aurais culpabilisé. Exactement. Donc on se dit, si on a un truc à bâtir. 0 regret. Ouais. Et voilà, donc c'est... Et à ce moment-là, tu parles d'expérience spirituelle à Bali. Ouais. Est-ce que tu veux me raconter ou pas? Ouais, bien sûr. Alors,
tu faisais le teaser tout à l'heure des médecines, drogues. Des drogues. Moi, j'adore dire de la drogue. Moi, je parle de médecine parce que tu vois, on parle de médecine psychédélique. Moi, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Juste un joint à 15 ans à Amsterdam qui a été le bad trip le plus horrible de mon histoire. Et donc, j'ai jamais pris ça. Oui, c'est pas ton truc, quoi. Absolument pas. Et donc, en décembre, je parle à un pote et tout, je lui raconte ce qui s'est passé. Il me dit, tu devrais peut-être voir cette dame quand même que j'ai vue, qui m'a fait un bien fou, qui est dans un pays qui autorise l'usage des psychédéliques, je le dis. Et voilà, peut-être que tu devrais. Je la contacte et je me dis, un pote m'a dit de contacter, est-ce que je peux vous voir? Et en fait, je match tout de suite avec cette personne. Et je me dis, en fait, je lui fais une confiance aveugle, je lui explique mes problèmes, elle m'explique comment ça peut se passer. Et en fait, pour ceux qui sont pas au courant de ça, il y a un documentaire qui s'appelle How to Change Your Mind sur Netflix. Ah, hyper qui est intéressant. Extraordinaire. Qui montre comment tu utilises l'usage des quel est l'usage des psychédéliques dans le cadre d'une thérapie. Et donc, notamment en cas de syndrome post-traumatique, pour des personnes qui ont vécu des choses bien au-delà de moi, je parle des traumatisés de guerre, etc. L'usage notamment de la MDMA a fait des preuves, a fait des résultats extraordinaires. Je sais que la kétamine est utilisée pour les douleurs à l'hôpital, par exemple. Pour la dépression aussi, moi, ma psy elle-même accompagne des retraites d'ayahuasca. Donc, elle m'a raconté un jour. Elle m'a dit que pour moi, elle voyait pas de nécessité, tu vois, pour mon cas précis. En revanche, elle m'a raconté tous les bienfaits lunaires vraiment que ça a provoqué chez les gens. Moi, je suis totalement comme toi, à pas me droguer, à me dire c'est parce qu'en fait, je pense qu'on a eu une image de ce qu'était ça. On ne parle pas de cocaïne. On parle pas de drogue dure, on parle de psychédélique et je veux la MDMA pour moi on dit drogue dure mais c'est pas dans le même cadre du tout, quoi. C'est exactement ça, c'est le cadre, c'est pas un cadre récréatif, c'est thérapeutique. Et moi jamais de ma vie je prendrais le truc toute seule sans avoir un protocole ultra que j'ai respecté à la lettre parce que j'avais tellement peur que voilà. Donc voilà, après je veux pas. Il y a toujours des personnes. Moi, j'en ai parlé à mes parents. Ils ont vu ce que ça m'avait fait. Maintenant, mes parents, je leur en parle comme si, c'est tout à fait normal dans ma famille de parler de ça. Je trouve pas du tout ça choquant de la manière dont tu en parles, parce que toi, t'es dans un cadre avec un produit qui est certifié. Tu sais, tu vas dans un club, tu sais pas avec quoi ça a été coupé. Enfin, moi, ça me terrifie, ça, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut, mais en revanche, je trouve que c'est vraiment terrifiant. Ça l'est. Ça l'est, et même aujourd'hui, connaissant les molécules, genre tu me proposes ça dans une soirée, parce que je sais quand même que ça fait énormément de bien, mais genre impossible. Impossible. Même si c'est le même produit, même si je sais d'où il vient, c'est pas le même espace et ça change absolument tout. Bien sûr. Absolument tout, et le fait de pas être encadré, moi même si je lui en ai parlé du fait que j'avais fait ça, et il m'a dit qu'il me validait et que mais que dans ma tête ça allait déjà trop vite, et il dit si vous n'êtes pas suivi, ça peut faire pire que mieux et avoir tout un tas d'informations que vous n'êtes pas capable de maîtriser. Tu vois, intéressant. Donc c'est super important de pas faire ça en se disant c'est cool, c'est une activité. Et puis pas le faire n'importe comment. C'est hyper important. Et l'ayahuasca, pardon, je te coupe, mais l'ayahuasca, c'est exactement la même chose. C'est que il y a aussi des dérives, des gens qui n'accompagnent pas bien les patients, et ça peut être d'une violence. Exactement, c'est d'une violence terrible. Donc on le fait avec les bonnes personnes, de façon intelligente, parce qu'on a une vraie problématique identifiée, et pas juste pour tester, quoi. Et c'est pas sur un coup de tête parce que ton pote il l'a fait, il est parti en retraite. Non, vraiment. Et tu prends. Alors après, j'allais dire tu prends le maximum de data, mais le truc aussi c'est que ça peut t'influencer aussi, pas lâcher prise et t'attendre à avoir la même chose qu'eux. Donc en fait c'est bien de savoir. Moi, je pense que quand tu fais confiance à ton thérapeute, tu lui remets les clés de la maison et tu ne cherches, des how to change your mind, etc. pour voir comment ça fonctionne. C'est cool, mais il faut pas aller trop en parler, aller chercher les expériences de tout le monde. Tu vois. Moi, je pense que ça, c'est une erreur que j'ai fait après avec mes autres prises. Mais au départ, j'y allais vraiment à l'aveugle, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu une expérience qui a été extraordinaire, où j'ai pu voir que je souffrais beaucoup.
j'ai pu voir dans ma tête qu'il y avait des choses qui étaient restées. C'est-à-dire que... Mais t'as eu des visions? Ça s'est passé comment? Ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est comme si tout ton cerveau, tout se connectait, en fait. Donc, tu as une espèce de d'alerte. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais tout est allumé, quoi. Voilà, perception maximale. Dingue. Tout arrive. Et donc des choses qui sont enfouies ressortent. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, j'ai un problème à la tête à chaque fois que je vois quelqu'un se faire mal ou que moi, je me blesse. J'ai mon cerveau, la partie gauche qui me chauffe très très fort depuis que je suis petite. Je me suis vue tomber à 3 ans de la table de mes parents dans le salon. J'ai appelé ma mère après en disant « Maman, tu me confirmes, je suis tombée comme ça ?» Elle me dit « Ouais, on est allé à l'hôpital, t'as rien du tout. » Et je l'ai revécu. J'ai eu mal, j'ai revécu une scène où j'étais ado, où je me confesse à mon père d'une connerie que j'ai fait. Et genre, je chiale comme si j'étais en train de revivre la scène. Et donc, il y a plein d'événements comme ça. Je vois ce qui se passe avec Archie, où j'essaie enfin, je revis ça aussi, des choses qui étaient très récentes. Bref. Ouais, c'est terrifiant de revoir ce qui t'a blessé physiquement et mentalement. Et tu refais l'histoire et tu effaces la copie pour en mettre une nouvelle, plus que ça soit un trauma. Et ma thérapeute est extraordinaire. Et il me dit... Et je verbalisais tout à voix haute. Mais tu es conscient, hein. Je veux dire, l'alarme incendie se déclenche, tu enlèves son masque, parce que moi je le faisais avec un masque sur les yeux allongé, comme dans How to Change Your Mind, encore une fois. Mais tu as tes esprits et c'est ok, tu vois. C'est pas un truc qui te met hors de toi, c'est juste que simplement, je me dis, mais c'est quoi ce truc, tu vois, j'ai un truc dans la tête, qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, ouvre, allez, et elle pose des questions qui te permettent, et puis tu as la musique aussi qui te permet d'accéder un peu plus loin, de gauche, à droite, allons naviguer dans ton esprit. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai pas ressenti tout de suite le besoin d'en faire, parce que t'as l'intégration, et je crois que je suis encore des fois en train d'intégrer ce que j'ai vu il y a 6 mois. Parce que tu n'as pas l'explication de tout ce que tu as vu. Là, je te parle des choses qui sont évidentes, mais des fois, t'as des trucs où tu te dis, qu'est-ce que ça voulait dire? Notamment la dernière que j'ai vécue, là, qui a été, enfin, j'en reparlerai, mais, ouais. Là, je suis encore en intégration, c'est assez violent, tu vois. Ok, donc faut déjà digérer, processer. Ouais. Parfois, il y a des trucs comme ça où juste, c'est bizarre, mais il faut quelque temps pour que le cerveau capte, et puis il y a un apaisement qui se passe après, mais c'est parfois en décalé. Hein. Absolument, et tu n'as pas les réponses tout de suite. C'est pas parce que t'as vu un truc. Moi, je me suis vue mourir là dans la dernière, mais c'est réel. Hein. Je me suis dit, ok, en fait, c'est pour ça que je n'arrive pas à trouver d'autres projets, c'est que j'ai pas besoin de le chercher parce que je vais mourir là bientôt. Et je l'ai vécu vraiment fort dans mes tripes. Moi qui demandais d'aller explorer de ce qui m'animait profondément et d'autres choses. Bah là, j'ai vécu un truc et je me dis, en fait, j'ai pas envie que les gens attendent d'être malade et de vivre la souffrance comme ça pour prendre soin d'eux. C'est aujourd'hui le message que j'ai, de me dire, en fait, je l'ai vécu. Là, c'était viscéral. Comme j'ai eu de l'acné et j'ai créé Archie, tu vois, c'était viscéral, c'était mon histoire. Là, j'ai l'impression que c'était un cadeau en me disant, voilà, t'as pas besoin de le vivre. Tu l'as pris comme un cadeau? Je l'ai pris comme un cadeau. Pour peu que mes analyses de sang soient bonnes, parce que je me suis dit, c'était peut-être un truc. Ouais, mais parce que moi, je me dis, putain, merde, j'ai ouvert une boîte j'ai vu des choses que peut-être que j'aurais pas dû voir. Dans tous les cas, c'est super de le voir, tu vois. Il faut arrêter de faire l'autruche. Et j'ai vu ma maman, elle a eu une leucémie et elle a eu un bleu sur le visage. Parce que ça faisait longtemps qu'elle avait des bleus partout, qu'elle prenait pas soin. Et lorsque elle travaillait en hôpital, et c'est un médecin qui parlait avec elle et qui lui a dit, c'est quoi le bleu que vous avez sur le bleu? Et ma mère lui a dit, oh, j'arrête pas de me cogner, je sais pas, c'est vrai que ça apparaît. Il dit, je parle pas de celui-là. Il dit, je parle de celui-là. Et c'est là, en fait, et j'ai eu cette vision-là en disant, mais n'attends pas que ça te soit collé devant ton visage pour te rendre compte de ce que t'as. Enfin, c'était des choses comme ça. Et j'ai vu ma maman ou des choses comme ça, tu vois. Donc, c'est des choses qui te remuent beaucoup. Beaucoup. Mais c'est, quand tu te sens prêt à l'explorer, c'est, ouais. Et puis, on peut pas te lâcher dans la nature après ça, quoi. Absolument. C'est un vrai accompagnement sur l'après aussi. Sur l'après. Et puis, t'as aussi, quand tu prends notamment de la MDMA, tu as un pic, de sérotonine.
Et donc après, quand tu le c'est comme le glucose, tu vois. Là, c'est comme la glycémie. MDMA Goddess, le nouveau livre. Ça serait fort. J'attends de l'avoir. Franchement, ça serait trop stylé. Mais du coup, tu dois faire attention à tes niveaux de sérotonine pour que tu n'aies pas un gros crash et que après ton voyage, qui peut être un truc, notamment la MDMA a cette capacité, c'est la drogue de l'amour aussi, je crois, tu vois, qu'on appelle. Et du coup, quand tu vis un truc très très beau, après que tu n'aies pas ce crash en revenant à la réalité, donc tu dois prendre aussi des compléments des fois pour garder tes niveaux suffisamment ok pour pas que t'aies ce crash dans les 3 jours après qui peut être très très violent. Ouais, j'imagine où tout d'un coup l'après il est assez violent et t'es tout seul avec c'est ça à gérer avec ça. Donc ouais, mais quand tu racontes qu'elle te dit allez, va dans cette porte, ouvre cette porte, que t'as pas envie mais t'y vas, il y a un sorte de lien, c'est pas le même fonctionnement que le MDR. Parce que le MDR te permet de digérer l'information qui était beaucoup trop forte pour toi. Ah ouais. Okay. En fait, c'est quelque chose qui a été inventé pour les soldats qui revenaient de je sais plus quelle guerre aux États-Unis, du Golfe ou je sais Vietnam plus, aussi, ou Vietnam. Et en fait, ce qu'ils ont étudié, c'est que dans le sommeil, les yeux passent de gauche à droite comme ça, tu vois, pour digérer les informations de la journée, et le cerveau choisit de garder que les informations importantes. Sauf que quand le souvenir est trop violent, la machine se casse, tu ne bouges plus les yeux, grossièrement, durant ton sommeil, et l'image reste beaucoup trop violemment ancrée dans ta tête et trop claire. Et donc le MDR, le fait de bouger les yeux de gauche à droite ou alors de te taper des bouts, tapoter des bouts du corps, etc., ça te permet de digérer et processer l'information. Dingue, ok. Ouais, tu vois, je pense que je vais creuser ça ouais. Aussi. Bah, j'ai un contact à te passer. Ah bah vas-y. On se passe nos contacts de meufs traumatisées. Ouais, j'en ai tellement aussi, mais en fait, on n'en a jamais assez d'avoir cette groupe de gens qui prennent soin de nous. Ouais, ça coûte cher. C'est un budget. Maintenant, c'est ouais, tu peux aisément laisser un loyer. Ah ouais. Ouais. Mais en fait, c'est de l'investissement sur soi. Non, mais pour le coup, mais oui, c'est vraiment un truc que je regarde pas. Pour le coup, je m'en fous. Je sais que c'est le plus important, c'est tu vas garder que ça jusqu'à la fin de ta vie. Tu peux faire ça plutôt qu'une nouvelle fringue. Enfin, absolument. Ouais, et ça, maintenant, j'ai aussi un rapport qui est complètement différent parce que de vivre avec 8 kilos sur le dos pendant 6 mois, genre les fringues, qu'est-ce qu'on sent fou. Donc ouais. Et alors ton amoureux aujourd'hui, comment vous faites ? Vous faites les navettes ? On fait les navettes, ouais. Donc entre Londres, moi je vis plus à Paris parce que j'ai quand même fait un énorme relais de Paris. Ouais. Bah oui. Londres-Paris, ça faisait stylé, mais du coup, c'est Londres-Normandie. C'est moins sexy. C'est cool! Voilà. Et bah, pour un anglais. Ouais. Si je peux me permettre. On a des vieux souvenirs en commun, c'est vrai. Tu te rappelles? La plage du débarquement? On était à Normandie, vous appartenez. Mais ouais, du coup, ça va pour l'instant. Depuis qu'on est rentré, on a un bon rythme, même si c'est pas autant que de vivre ensemble. Mais les choses vont se faire petit à petit, on verra bien. Exactement. Mais il a rencontré les parents, j'ai rencontré la famille. Tout va pour le ça se passe bien. Ouais, c'est cool. Ah bah ils sont amoureux depuis le jour 2, hein, mes parents, parce qu'ils les avaient eu au téléphone, parce qu'ils ont une association et ils avaient une personne qui parlait anglais, qui avait des problèmes d'un Covid long, et il l'a eu au téléphone pendant 1h30. Et c'est là que je suis tombée amoureuse du gars en me disant mais comment il lui parlait. Mais je me suis dit mais oh non, c'est merveilleux. Et donc mes parents ont vu aussi cette gentillesse-là et c'est là où ils se sont dit ah, ce garçon est extraordinaire. En plus je me disais bah il est avec ses parents au téléphone. Ah bon, il appelle ses parents ça. C'est trop mignon. Voilà, c'est vraiment dans ton podcast je parle de trucs genre le truc qui m'est arrivé avec Archie, l'AMD, enfin mais c'est la vie, les psychédéliques, mon amoureux, les choses que je n'ai jamais même en postant tous les jours sur les réseaux, de trucs que je rentre jamais dedans. Donc je suis bravo. Trop contente. Je suis trop contente parce que moi j'adore ce genre d'histoire et puis déjà les belles histoires ça fait trop de bien. Là ça vraiment c'est
écrit et ce qui a provoqué ça, c'est quand même toi qui t'es écouté, quoi. Parfois, vraiment, c'est flippant de prendre des décisions très dures parce qu'on sait pas ce qui va se passer après. Ouais. J'imagine que ça aurait été beaucoup plus facile si tu savais que t'allais rencontrer un mec incroyable, de faire ta retraite, tu vois. Mais sur le coup... Ah, mais je te raconte pas toutes les autres rencontres que j'ai eues. Mon pote canadien, ma copine de Dubaï qui a pété un câble et qui... Enfin, j'ai vécu des trucs qui sont magnifiques et c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, j'ai une confiance en la vie qui est telle. Ouais. Tout arrive pour une raison. Et c'est ma copine Ludie Pilate, Ludie qui me disait quand les choses se passaient pas bien, elle me disait l'univers a mieux pour toi. Et donc je me suis vraiment faut s'accrocher à ça. Faut s'accrocher à ça, mais c'est putain de vrai en fait. La vie elle est pas là pour nous faire du mal tant que t'as un bon mindset aussi. Et je dis pas que les gens qui vivent des trucs mauvais sont parce qu'ils ont un mauvais mindset. On a tous des drames dans notre vie. On a tous des drames. Ça s'appelle la vie. Hein. Exactement. On vit tous des choses qui sont pas cool. Tous les gens que tu croises vivent des choses qui sont pas cool. On est tous pareils. Faut embrasser les bons moments et avoir confiance et être prêt à accueillir les trucs bien qui t'arrivent aussi. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que je peux parler d'Archie avec ce recul-là. C'est que je leur en veux pas. J'ai fait des sessions de breathwork, notamment une qui m'a, où je me suis dit, je leur ai pardonné. Les mecs, ils avaient leur raison. C'est un monde. Ils ont leur raison, ils ont leur version des faits, etc. Et je suis peut-être la pire des garces pour eux, je ne sais pas. Mais c'est ok, en fait. Je veux plus que ça me pollue et tu peux en vouloir et tu peux avoir de la haine et tu peux vouloir leur taper dessus, etc. Mais la haine te tuera aussi dans le process de voilà. Donc, je veux plus avoir de haine pour personne. Je crois que j'en ai jamais eu. J'ai eu de la colère. Mais ces expériences-là m'ont permis d'avancer. Il y a que le temps aussi. On peut prendre toutes les médecines du monde et faire tout plein de trucs. Le temps, c'est le meilleur ami du monde pour se remettre des choses et aussi pour faire confiance à la vie parce que tout passe. Et en général, c'est toujours pour le mieux. Ah là là, et ça donc, fait du bien ce que tu dis. Franchement, j'aurais pas été capable de le dire. Quoique. Maintenant, je le ressens vraiment. En fait, sois confiant et sois prêt à l'accueillir parce que putain, les choses meilleures, elles te sont pas encore arrivées. Les plus belles personnes de ta vie, elles sont pas encore arrivées dans ta vie. Et j'en suis juste surconvaincue. Ah ouais, c'est clair. Et puis parfois, tu sais, on veut tout de suite, et puis on veut le dénouement tout de suite, et puis on veut s'en remettre tout de suite, mais ça peut pas se passer comme ça, quoi. Non, absolument pas. Et là, en ce qui concerne mon gros sujet, c'est de me dire, j'ai fait plein d'effets d'annonce. C'était pas des effets d'annonce parce que j'y croyais viscéralement. J'ai quand même j'ai refait du coaching pendant que j'étais là-bas parce que j'avais envie de travailler. Tu vois, j'ai jamais eu autant d'argent que quand j'ai vendu mes parts, mais j'ai jamais eu aussi peur de manquer. Et donc assez rapidement, même quand j'étais au Vietnam, etc., je continuais de faire des coaching business, mais pas les mêmes que je faisais quand j'avais quitté Archie, mais vraiment du coaching 1 à 1 de gens qui me connaissaient sur Instagram, sur des sessions d'1 heure. Et du coup, je sais plus pourquoi je disais ça, j'ai perdu le fil. Moi aussi, j'étais à fond dans ton truc tu voulais pas lâcher avec le réel. Ouais, c'était pour rebondir sur le fait que il faut pas rusher le process, mais là, j'avais vraiment une envie j'ai peur de n'être plus rien. Tu peur de manquer. J'ai peur de manquer et j'ai peur aussi qu'on m'oublie parce que j'ai existé et j'ai pris le plus grand des plaisirs à devenir la nana fondatrice d'Archie et à ce qu'on c'était un statut. Exactement. Et on avait une raison de parler de moi. Aujourd'hui, on n'en avait plus. Si, il y a eu un article qui disait elle a tout quitté, elle est partie vivre en Asie et c'était rigolo, mais j'avais l'impression que j'étais plus rien et qu'il fallait vite que je retourne en selle, relancer du produit. J'ai le produit dans le sang, je me disais il faut que je recrée une boîte. Un pote m'a dit en fait tu vas vouloir faire ton archibis, tu vas te casser la gueule. Et pourquoi et même moi je le ressentais Parce que c'était pas pour les bonnes raisons. Exactement. C'était mon ego et là je suis dans une phase en me disant j'ai des possibilités, j'ai plein de possibilités aujourd'hui. J'ai des connaissances que j'avais pas avant, j'ai un réseau que j'avais pas avant, j'ai plus d'argent que je n'ai jamais eu. En fait, je peux faire un truc, mais je veux pas que ce soit drivé par l'ego. Je veux pas que ce soit drivé par une soif de visibilité, une soif de parler de moi, parce que putain, ça c'est dur en fait quand t'es
t'es emprisonné là-dedans et je comprends les stars de télé-réalité après qui se sentent pas bien parce qu'elles essaient de tu vois, je fais ce parallèle là je comprends parce que je pense à un mec qui s'était suicidé après avoir eu les strass et les paillettes tout ça, mais sans aller jusque là, t'es méga vulnérable quand t'as l'attention, quand on parle de toi, quand on te remercie pour avoir fait un truc et qu'après tu ne le fais plus, tu dis pourquoi c'est quoi ma raison, c'est quoi mon pourquoi j'existe. On en est là, ouais. Et là, vraiment, j'essaie de me dire, mon combat, c'est, je sais que ma mission, elle est de faire le bien, d'aider les gens à... C'est ce que j'allais dire. C'est juste ça, c'est dans les tripes. Mes parents, leur association, toute leur vie a été dédiée aux autres. Je l'ai dans ça se sent. Moi, Non, c'est une évidence. C'est vraiment, je n'arrête pas de parler du fait que tu as été directrice d'EHPAD, mais pour moi, ça fait extrêmement sens. Extrêmement sens. Et dans tout ce que tu dis, à chaque fois, tu utilises les mots de prendre soin. Pour moi, c'est évident que c'est quelque chose là-dedans. C'est juste, ne prends pas soin des autres pour prendre soin de toi-même. C'est là où faut travailler là-dessus. Ouais. Parce que on peut se perdre. Absolument. Voilà. Absolument. Et moi, je veux aussi ce que m'a appris Archie, je me dis, au fait, ce qui m'a galvanisé aussi, ce qui m'a fait me sentir vraiment bien, c'est que j'avais un impact qui pouvait être... Il y avait pas de limite, en fait. Avec un produit, t'as pas de limite. Et c'est ça qui m'a fait me sentir trop bien. Et là, je me dis, comment c'est pas assez quand tu as vu l'étendue des choses que tu pouvais faire. Ça m'a permis de voir grand. Comment je fais? Parce que là, j'ai une licence en psycho, j'ai fait un master aussi en sciences humaines, mais je voulais là avoir mon titre et me dire, je veux commencer à avoir cette légitimité de pouvoir accompagner les gens. Mais je me dis, mais en fait, en one-to-one, ça va pas être suffisant. Je veux faire un truc beaucoup plus grand. Et là, trop cool, mais je suis dans cette phase de réflexion en disant, ok, est-ce que là où tu pars, c'est pour le mieux, ça sert ton ego, comment on se débarrasse de ça, et voilà. Et tu sais, tu parles du temps, et je pense que c'est aussi la conclusion de cet épisode, c'est, en fait, le temps, il faut que tu acceptes qu'il doit être là aussi pour ton prochain projet, quoi. Ouais. Et que t'es pas obligé de savoir tout de suite, ta mission de vie future, tu vois ce que je veux dire? C'est dur, hein. C'est très très dur parce que t'as mais tellement et puis là l'univers t'a dit quand même ces dernières années de te recentrer sur toi, parce qu'à force de vouloir aider les autres, j'ai l'impression que tu t'écoutais plus trop, t'étais trop aligné avec toi-même. Là, il y a eu un gros reset de allez, on retravaille sur soi et comme ça on pourra mieux aider les autres. Tellement. Et c'était exactement le message. Et j'ai eu une phrase aussi qui m'a touchée. On m'a dit, t'as beaucoup de feu en toi, c'est génial. T'as une énergie débordante, etc. Mais sache deux choses, le feu, soit ça sert à avancer, soit ça te brûle. Waouh. Et là, j'étais en train de me dire que, en fait, à rusher, à tout vouloir rusher, je suis en train de me cramer. Ok. J'ai même un de mes clients là qui m'a dit, en fait, je t'ai pas appelé parce que tu fais plein de trucs et t'as beau être jeune et plein d'énergie, j'avais peur que tu te crames et du coup, voilà. Trop mignon. Non mais je l'aime trop. Et c'est du coaching non lui que je fais. Et ouais, c'est vrai que je veux être tellement partout et j'ai dit à mon psy l'autre fois, j'ai une urgence de vivre. Et il m'a dit, mais quelle horreur. Quoi? Ouais. Moi, j'adore cette urgence de vie. Il me dit, mais il n'y a pas d'urgence, Marina, il n'y a pas d'urgence. On vit, on n'a pas d'urgence à rusher les choses. Moi, je l'écoute aussi. Que je choisis, tu vois. Il n'y a pas d'urgence de vivre, juste vie, en fait. Et donc, plutôt que de me refaire des études sur mon année qui me donneraient mon titre de psychologue, je me suis dit, en fait, fais plutôt des formations sur l'autocompassion. Fais plutôt des trucs dont toi-même t'as besoin et que tu suis des cours par passion, non pas pour avoir un titre. Mais ça, je pense que c'est le plus bel enseignement de se prendre soin de soi pour être mieux pour les autres. Voilà. Oh là là, il était incroyable cet épisode. Vraiment, mais merci de tout ce que t'as partagé. C'était un amour. J'ai un peu peur sur des trucs que j'ai dit, des choses que je dois pas dire. Mais meuf, c'est terrifiant d'être à poil. Mais c'est terrifiant et ouais, j'ai toujours ce truc de, tu vois. Je rentre de ces 6 mois, je pense que j'avais besoin de boucler cette boucle et de dire les choses. Ouais. Et ça a été une occasion merveilleuse. Donc je te remercie énormément pour ça. Non mais merci de ta confiance, quoi.
Et merci. J'espère que je t'ai pas trop coupé la parole parce que parfois je réécoute mes épisodes, je suis là putain, je coupe la parole, mais en fait je suis tellement intéressée par l'autre que j'ai envie. Tu sais, la personne raconte son truc, c'est linéaire, et moi je veux ouvrir toutes les portes de tous les côtés. Et du coup, ça s'entend vraiment. J'espère que je t'ai pas trop coupé. Mais et moi j'ai eu peur de te couper la parole dans tes questions aussi. Ok, ça va. Donc, alors. Tu vois, c'est deux pleasers qui se rencontrent. Non, mais vas-y, prends la dernière. Non, people pleaser. Bienvenue dans un people pleaser. On va rembobiner la cassette à la main, on vous laisse. Ouais, merci 1000 fois, merci. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.